Écoute, les colonialistes français, etc., je lui donne toute mon argumentation. La semaine d'après, je rentre en Martinique, je lui ai envoyé toute une documentation sur les techniques d'infiltration des services secrets français. Je ne sais pas si les documents sont arrivés, puisque c'était par voie postale. Pourquoi je raconte ça? Parce que le monsieur qui a assassiné Djibaou et Yewene, c'est Djoubeli Weyai, cet individu à qui le français parlait et qui est venu me dire que c'était un faux indépendantiste. Donc c'est quelqu'un qui a été manipulé, instrumentalisé par les services secrets français pour faire cet assassinat-là. J'en témoigne, Djoubeli Weyai. Il a dit ça, en faisant ça, je le revois avec sa barbe là. Premier témoignage que je veux donner. Le deuxième témoignage, c'est que dans mon périple, j'étais accompagné, piloté par quelqu'un qui s'appelle Alphonse Diallo. Un pasteur. Je le revois encore habillé de blanc. Je me souviens qu'une fois, un moment, c'était la période chaude, des jeunes Kanaks avaient encerclé 3 gendarmes et voulaient les déshabiller puis les envoyer. Alphonse Diallo leur dit, camarades, la ligne de notre mouvement, c'est le pacifisme, la non-violence. Il faut respecter la personne humaine, laissez-les partir. Et puis les jeunes qui disent, oui, oui, on t'écoute, oui, les vieux, on t'écoute. Et puis ils parlent. Longtemps après, je ne sais plus même si c'est une année, je vais faire une émission sur une radio et j'ouvre le journal Libération qui parle de ce qui s'est passé à Ouvéa et les assassinats. Et on parle de quelqu'un qui avait été assassiné sur une civière. Et il y a la photo de la personne. Alphonse Diallo. Celui qui, dans mes oreilles, a dit à des jeunes Kanaks la ligne non-violence, etc., etc. Dans tous les médias, on avait dit que c'était le plus dur caractériel. Les informations précises que nous avons eues, c'était que c'était une séquestration pacifique. Ils n'ont pas empêché ces boucles à partie, mais c'était une séquestration pacifique qui paraît même qu'ils avaient joué à la belote à l'intérieur. C'est quelqu'un qui m'a dit ça, mais je n'ai pas la preuve formelle. Et puis on a fait le bonhomme passer pour un caractériel. On l'a assassiné sur une civière. L'État français, la patrie des droits de l'homme. Je vais tirer les leçons. Après, la troisième expérience dont je vais parler, c'est que nous étions en tribu et, je ne sais même pas, non c'est pas ok, et des camarades nous disent, il y a une manifestation à 9 h à Nouméa. Donc nous y allons. Comme c'est très loin, on parle de 4 h du matin, une piste. Arrivé à un endroit où il y a une forêt, on dit, bon, on descend, on change de voiture. Et on traverse, et bon, on va prendre une autre voiture plus loin qui va nous amener à Nouméa. Pourquoi? Parce que tout Nouméa a été encerclé de forces militaires françaises qui interdisaient aux Kanaks de mettre les pieds à Nouméa. Ça veut dire qu'un car arrive, une voiture arrive, on voit un Kanak demi-tour, pas qu'à rentrer. Nouméa la blanche. Et donc, nous faisons nous descendons et nous allons, la voiture se gare, on marche, on va à travers, on est déjà à Nouméa, on marche dans les rues et on monte sur le toit d'un immeuble. Ce jour-là, Alphonse Diallo était à mes côtés avec Marie-Françoise Machoreau, la sœur des lois Machoreau. Et à un moment, ils disent, c'est l'heure, on y va. On descend, on arrive, et on débouche sur la rue principale de Nouméa. Je vous avoue, excusez-moi de me confier, ce jour-là, j'ai cru que j'étais devenu fou. Parce qu'on entend la cloche qui donne les 9 sons là, donc 9 h pile, la rue de Nouméa est pleine de Kanaks. La rue principale. C'est inimaginable. Inimaginable. Et puis tous les rideaux des caldoches qui se ferment, la panique, etc.
quelques minutes après, les forces de l'ordre arrivent et se mettent devant la manifestation. Je suis en retrait avec deux camarades. Et puis la manifestation se fait. Après, elle se dissout. Je demande aux camarades, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, mais non, ça fait des semaines que nous préparons cette manifestation. Les gens entrent individuellement, ils dorment chez les caldoches en secret, ils sont nourris par les domestiques des caldoches, et ils attendent. Je dis, oui, je comprends de l'organisation, mais comment expliquer que, à un moment précis, ils soient tous là? Mais, quand tu m'as dit, c'est l'heure, on est parti, tu n'es pas de monde, tu n'as pas regardé. Il me répond, mais nous les Kanaks, c'est pas sur la montre qu'on regarde l'heure. Effectivement, tout le monde était là. Et il m'explique que, bon, je n'ai pas tout compris, mais il m'explique que c'est pas sur une montre qui se donne l'heure, c'est bon, le soleil, etc. Et je lui dis, mais où étaient les gens pour apparaître? Et il me montre la place, il me dit, tu sais, peut-être qu'il y a 20 personnes là que tu ne vois pas. Parce que nous savons nous fondre dans la nature. Je commence les leçons en parlant de ce dernier élément-là. Ce que j'ai compris de cette affaire. 1. L'organisation, ça se fait longtemps à l'avance. 2. On s'appuie sur le peuple, domestique tout, et sur ses façons de vivre, ses façons de lutter, ses façons d'agir. Troisièmement, la discipline, la structure qui fait que quand les responsables de tribu, les responsables d'organisation donnent une parole, panichi, mais kochi. C'est ce qui assure la victoire et qui explique que jusqu'à présent, les Français ne sont pas arrivés à mater ce peuple-là, même minoritaire. C'est une leçon, bon, je ne veux pas trop rester dessus, mais qui doit nous enrichir dans nos pratiques, dans nos décisions. La spontanéité. Il faut faire bagaille, nous caler. Il faut savoir attendre. Vous connaissez leur proverbe, les Blancs ont la montre, nous avons le temps. Eh bien, c'est sur la durée, prenez le temps d'organiser structurellement, ensemble, collectivement, consensuellement. C'est pas vous faire bagaille, vous descendre tous dans la rue, à balle, non. Et puis on ne sait pas qui est qui fait quoi. Combien de provocateurs sont entrés pour salir de l'eau, comme on dit. Donc ça, c'est une des leçons que je pense qu'il nous faut tenir, le non-spontanéisme, la préparation à long terme, la discipline, la rigueur de la préparation de la lutte contre le pouvoir colonial. La deuxième leçon, elle est liée à la malpropreté du gouvernement français qui crache sur des accords internationaux, sur sa parole, etc. Comment des gens, des politiciens veulent-ils nous faire croire que, gentiment, la France va nous permettre aux Martiniquais de régler leurs problèmes, d'avoir plus de compétences, etc. Pour eux, c'est une question de vie ou de mort. Le pillage, la domination militaire, le racisme, le suprémacisme sont des conditions pour qu'ils puissent rester à la domination, en dominant dans le monde. Qui va nous dire respecter la parole du français comme il respecte la nôtre? Ça, c'est une leçon qu'il nous faut vraiment comprendre, parce que le génocide par substitution que Mesmer avait commencé en 72, ils le font en plein aujourd'hui en Martinique. Quels moyens politiques avons-nous de basculer cette affaire-là? Rappelez-vous que les Français, là, aujourd'hui, leur langage dans les médias occidentaux, c'est de dire que les Kanaks sont racistes. Ils sont racistes parce qu'ils ne veulent pas que des Blancs votent. Ils veulent que c'est les Noirs, les Kanaks seulement qui votent. Quand ils font leur génocide par substitution, ils ne vont pas faire valoir cet argument-là. Mais c'est les lois de la République, tous les citoyens, ils ont dit c'est la démocratie. Le vote, c'est la démocratie. Alors,
Al Capone a volé la maison de quelqu'un, il a tué le mari, il a violé la femme, il fouette les enfants. Certains sont partis, il y a à l'étranger, il y a un petit qui vit dans une petite chambre bas, et puis il dit, bon les gars, il faut qu'on finisse avec ça. On va faire un vote, et puis nous tous qui sommes dans la maison commune, on va voter pour savoir est-ce que la maison c'est définitivement à Al Capone, ou bien est-ce que le petit qui a la salle enfant peut prétendre à retrouver les biens de son papa. C'est ça qui se passe là. Ils n'ont aucun argument. Et c'est par la lutte. Alors, lutte pour nous, et c'est là que j'arrive à la troisième leçon, puisque nous ne pouvons pas compter sur la fiabilité de la France ou son humanité, c'est dans un rapport de force de lutte internationale que nous devons imposer notre décolonisation, et cela en solidarité, en concordance avec les autres colonies, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Kanaki, etc. Donc la solidarité que nous manifestons, oui, nous devons le faire pour dire oui, pas ne toucher pas la Kanaki, nous, etc. Mais la solidarité véritable, c'est de mener notre propre combat pour la libération, faire en sorte que nous le coordonnions avec les autres colonies, et de façon à ce que la France ne puisse pas envoyer 1000 par là, 1000 par là, 1000 par là, et que notre propagande internationale puisse la démasquer et faire en sorte que notre droit à l'autodétermination soit respecté. Alors, ça m'amène au dernier point, c'est nous, si nous voulons coordonner notre lutte avec les autres colonies, si nous voulons avoir assez de force pour affronter le colonialisme français, sur quoi devons-nous nous appuyer? Ben, c'est sur le peuple, c'est sur la cohésion, c'est sur la véritable solidarité entre les combattants. Imaginez que tous ceux qui en Martinique ont déjà cité la fameuse phrase de Fanon, chaque génération a sa mission à remplir. Imaginez que tout le monde qui jadis en bouche tu qu'à mettre grifanté. On aurait déjà bousculé la chose. Mais imaginez, puisqu'on a célébré le 22 mai, que 10% des gens qui ont manifesté la commémoration du 22 mai, qui battent tambour, qui disent net pétition, 10%, puisqu'il y a eu des milliers et il y a 40, 50, 100 000 Martiniquais qui ont participé aux différentes commémorations. Imaginez que 10%, 10 000, nous capitons pacte là. Nous nous organisons, nous nous formons pour mener la lutte. Du fait qu'après, on va là, Français qu'à prendre bois. Nous avons les moyens de le faire. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de le faire? C'est la politique politicienne. Nous ne pouvons pas travailler ensemble parce que ni combat, campagne électorale, ni parce que tu as là qu'à jouer, tu as là, parce que nous avons fait pour placer comme nous. Mais on ne met pas en avant la solidarité envers le peuple kanak comme premier axe, et deuxième axe, l'organisation consensuelle du combat. Ça ne veut pas dire que tout le monde est obligé de rentrer dans le même bac là. En tout cas, nous avons une doctrine. Tout ça, un monde qui fait qui bien, nous qu'à supporter. Nous ne sommes pas obligés d'aller et puis si nous ne payons pas, mais il fait du bien, nous qu'à aller. Si il y a bon sentiment, si nous faisons du bien, qu'à aller. Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxièmement, arrêtons de faire de l'esbrouf. Faire déclaration de soutien alors que nous n'avons pas faire rien. Le problème, c'est que, je suis désolé, peut-être que ça va faire de la polémique, mais c'est la vérité. Souvent, nous disons, ni cette organisation qui fait ci, fait ça, ils sont tous d'accord. Est-ce qu'elles sont d'accord? Est-ce qu'elles ont la même pratique? Est-ce qu'elles se respectent? Est-ce qu'elles ne se tirent pas? Est-ce que ce qu'ils proposent n'est pas pour décaler les autres? Prenons un exemple tout simple pour la Kanaki. Si une organisation est en litige électoral avec des autres et passe son temps à les insulter, si elle appelle à faire une marche commune pour la Kanaki, vous allez voir tous ces gens-là venir. Non, qu'est-ce que fait? Ce sera bien, ce sera joli, il y aura du monde. Mais ce dont le peuple kanak a besoin ne sera pas là. Ce dont le peuple kanak a besoin, c'est que nous 10 000 monde
en lari, et puis drapeau, mais ces gens-là, ça vient venir, ce n'est pas pour récupérer, pour politique. Ils viennent venir pour peuple kanak là. Il y a eu une manifestation, il y avait 2000, je ne sais plus de gens encore, de solidarité avec le peuple kanak, justement en 87. C'était formidable. C'est à cette période-là que j'arrivais en Nouvelle-Calédonie. Le peuple kanak m'a accueilli comme un frère pour aller vite. Il nous faut arrêter de mélanger nos propres intérêts avec les intérêts de la cause principale que nous défendons. Alors, la manifestation peut être réussie, ça peut être bien. Par exemple, ce qui s'est passé à l'aérodrome hier et qui a été montré dans les médias, ça va donner du bon au cœur des Kanaks qui vont voir ça. Ouais, il y a eu ça en réunion, il y a eu ça, c'est beau, c'est bien, ça mérite d'être fait. Mais imaginez que cette mobilisation avait pu attirer l'ensemble de la population, des milliers et des milliers de Martiniquais qui sont solidaires du peuple kanak, parce qu'elle aurait été appelée au nom de l'ensemble du peuple martiniquais sans clivage, etc., et peut-être préparée plus consensuellement, le peuple kanak serait mieux servi et notre cause serait mieux servie. Je tenais à le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses intéressantes en solidarité avec le peuple kanak, mais tout simplement pour faire avancer notre lutte pour la libération. Mais si nous n'avons pas une stratégie du renforcement de la cohésion et de nos liens pour combattre le pouvoir colonial, nous n'avancerons pas et nous n'aiderons pas le peuple kanak. Alors, j'étais long, je vous avais averti, avant la partie des constructions qui va concerner l'Europe, on va faire une respiration musicale. Voilà, alors nous allons parler des constructions. Bon, je vais essayer de concentrer au maximum, mais il faut quand même que nous parlions des élections européennes qui sont annoncées pour juin. La campagne a déjà commencé massivement sur les médias du système. Mais tout ça, nous n'y en payons, c'est l'Europe. Je revois encore quelqu'un dans une émission. L'école, c'est l'Europe. L'autoroute, c'est l'Europe. Tout ça, c'est l'Europe. L'hôpital, c'est l'Europe. Et puis, il y a des gens qui ne veulent pas rester dans l'Europe. Tout l'argent qui vient, c'est l'Europe. L'Europe. Il y a cet aspect-là qui vient nous décrédibiliser, nous diminuer en disant que nous ne sommes rien, nous sommes capables de rien. Si heureusement qu'il y a le gentil papa occidental qui pense à nos misères, qui pense à nos hôpitaux. Mais en fait, il nous faut parler chiffres. Globalement, est-ce que l'argent que l'Europe investit en Martinique sert principalement au peuple martiniquais, oui ou non? Ou bien sert-il à mettre des infrastructures nécessaires au développement des politiques et des intérêts économiques européens? L'Europe a donné de l'argent pour les autoroutes. Mais oui, mais attendez, qui c'est qui vend les voitures? Qui c'est qui vend l'essence? On aurait eu besoin de tout ça d'argent de l'Europe si nous considérions nos propres intérêts économiques, à savoir organiser le transport, en préservant notre environnement, en sachant que plus vous faites l'autoroute, plus vous mettez inondation, plus vous diminuez la surface agricole. Non. L'argent, l'Europe donne de l'argent, oui, mais pour des infrastructures qui servent leur intérêt. Ils construisent des hôpitaux, oui. Qui construit l'hôpital? Avec quels matériaux? Qui vend les appareils qui sont dedans, etc. Ils font de l'argent, oui. Qui leur permet de dire à Trinidad, venez voir la Ménard, je fais pareil pour vous, je gagne un marché. L'Europe donne de l'agriculture, de l'argent à l'agriculture. À qui donne-t-il l'argent?
principalement aux monocultures qui nous empoisonnent, pour envoyer des produits nécessaires au dessert des Occidentaux, des Européens. L'argent de l'agriculture ne sert pas prioritairement à organiser la nourriture, l'alimentation de notre population, le développement de notre propre économie. L'Europe investit pour tirer de l'argent. À tous ceux qui vantent l'arrivée de l'argent de l'Europe, il nous faut rappeler le chiffre. Vous savez ce qu'on appelle la balance commerciale. Les produits que nous vendons ont une certaine valeur et les produits que nous achetons ont une certaine valeur. Mettons en face ce que nous gagnons en exportant, c'est-à-dire les métiers à vous et puis les capati, et puis l'argent 40, balance commerciale. Je prends le chiffre de 2015, c'est celui que j'ai trouvé ce matin important, 1,102 milliard d'euros. Les nous vendons, c'est ça 40. Mais qu'est-ce qu'on vend? On a dit la banane, etc. Le plus gros poste de cette affaire-là, c'est les produits pétroliers raffinés. Ça veut dire que nous achetons le pétrole brut, nous avons raffiné et puis nous avons le pétrole. Qui m'a dit qui a gagné là dans ça? Donc, 1,102 milliard qui arrive, ce n'est pas dans nos poches que ça vient. Je parle de balance commerciale. Maintenant, nous achetons chez eux. Nous avons l'argent. Donc, nous avons tiré dans ce que la Martinique a produit pour envoyer pour les Européens. 3 milliards, 38 millions. Alors, les économistes qui viennent dire que nous, quand ils morts, nous pas rien, c'est grâce à l'argent. Expliquez-nous comment il y a 3 milliards qui sortent de la Martinique, qui vont chez les Européens, et puis il y a 1 milliard qui sort de chez les Européens pour arriver chez nous. Répondez ça, et puis nous continuons à parler. Ça, c'était pour la question de la balance commerciale. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Union européenne, décidément, je suis obligé de constater, a été constituée pourquoi, à quel moment, dans quel objectif. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe occidentale était détruite. En même temps, l'Union soviétique, qui se structurait, commençait à prendre de l'importance et contrôlait l'Europe de l'Est. Et puis, les États-Unis s'étaient immensément enrichis grâce à la Deuxième Guerre mondiale en vendant du matériel, etc. L'Europe va à la catastrophe. Les États-Unis viennent dire aux Européens, écoutez, l'Union soviétique, le communisme est à votre porte, c'est nous seuls qui sommes riches, qui sommes armés, donc allons faire un deal, nous vous aidons à reconstruire, mais en échange, tac, 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 tac. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, tout le monde a, il faut un plan Marshall, il faut un plan Marshall. Il y a un plan Marshall. Un plan Marshall, c'est un plan impérialiste pour servir celui qui va l'accepter. Et là, il s'agissait d'accepter les capitaux américains, mais en même temps, bon, le dollar, monnaie internationale, bon, tout, on est soumis à la puissance états-unienne. Les Européens, il y en a certains qui n'étaient pas d'accord, mais il y en a qui étaient d'accord parce qu'ils disaient, on sera mangé par l'Union soviétique, il faut s'appuyer. Donc, ils ont accepté. Et puis, il y en a qui ont accepté parce que ils ont dit, il nous faut profiter de cela pour renforcer le capitalisme européen. Et donc, on a vu la communauté économique du charbon et de l'acier, on a vu la politique agricole commune et tout ça. Mais tout cela, dès le départ, se fait sous l'égide des capitalistes. Et au fur et à mesure que l'Europe redevient une puissance, parce qu'elle l'est redevenue, les capitalistes puissants, en accord avec les États-Unis, s'organisent pour écraser les peuples, lutter contre toutes les conquêtes sociales qui avaient été remportées et acquises par les luttes ouvrières avec le Front populaire en 1936, après, etc. Non. Les nouveaux dirigeants européens sont des capitalistes au service des multinationales qui travaillent tant pour les capitalistes européens que pour les capitalistes états-uniens. Et tout ce qui est fait par la Commission de Bruxelles
par les représentants de l'Europe est fait uniquement dans l'intérêt de ces multinationales. Et à partir d'un certain moment, on a commencé à organiser le transfert de la souveraineté des peuples, des États, des nations, pour les mettre entre les mains des multinationales. La monnaie, c'est l'élément clé de l'économie. Quelles sont les décisions les plus fondamentales de l'Europe? De prendre l'autorité des États, celle qu'il avait sur la monnaie, les banques, pour les transférer aux banques centrales. L'État n'a plus, la France n'a plus le droit de faire un prêt comme elle le veut longtemps pour financer son déficit. Non, elle est obligée de passer par le privé. Le privé, c'est les banques qui spéculent, qui investissent. Donc, la souveraineté monétaire est sortie. En même temps que la souveraineté monétaire est sortie des mains, la même mise sur la finance des spéculateurs internationaux se renforce, notamment grâce aux paradis fiscaux. Ça veut dire qu'ils ont détourné, ils n'ont pas payé l'impôt à deux pays, ils ont payé ça paradis fiscal, société fantôme, et puis l'argent. En Europe, il y a plusieurs paradis fiscaux. Il y a beaucoup de gens qui parlent de paradis fiscaux, Panama, Nassau, etc. Mais en Irlande, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, il y a des paradis fiscaux. Ça veut dire que les énormes profits faits par les puissances dominantes vont dans ces banques-là et échappent aux impôts. Ça, c'est la monnaie. Deuxièmement, la Commission de Bruxelles, l'Europe, les directives qu'ils prennent, c'est détruisez les services publics. Tout ce qui permettait aux hôpitaux publics, à l'école publique, à la poste, etc., d'assurer une meilleure vie pour la population, c'est attaqué sous directive de l'Europe. Vous n'avez pas le droit de financer ceci. Vous n'avez pas le droit. Il faut laisser le marché libre. Mais ça, c'est une réalité. Je ne reste pas longtemps puisque vous voyez les conséquences sur les hôpitaux. Alors, quand le monsieur vient dire l'Europe, c'est les hôpitaux, regardez l'état de l'hôpital. Il y a volonté de réduire les lits, de fermer les structures non rentables, de centraliser, etc., etc. Deuxième objectif de l'Europe, saboter les services publics. Ce sont des exigences. C'est mettre en compétition pour tous les marchés. Donc, nous avons besoin de faire un gros équipement en Martinique. On est obligé de passer par un marché européen qui, donc, les mafias les mieux implantés et prennent le marché. Question d'emploi, tout ça, ça saute. Question d'endettement, tout ça. Non, c'est vous qui fait l'argent. On a ce sabotage des services publics, on a les mesures prises pour empêcher qu'on gêne la concurrence. Il y a des lois, bon, je ne veux pas trop. Donc, il y a ça. Et pour garantir que cela marche, que personne ne fasse de faux pas, il y a bien sûr des lois européennes qui vous obligent à respecter tel taux de déficit, etc. Mais il y a les lobbies. À Bruxelles, il y a des gens qui sont « Ah, je suis en 5e position sur la liste de celle-là. Si je suis là, je vais aller défendre les intérêts de la Martinique au Parlement de Bruxelles. » C'est du pipeau. À Bruxelles siègent 30 000, vous avez entendu, 30 000 lobbyistes de multinationales. Ils ont l'hôtel, manger, l'argent, font, et puis travailler, c'est de négocier avec chaque parlementaire. Bon, je vous donne temps, je fais ça, vote ça, vote ça. Voilà un document pour avoir des chiffres. Les grands planteurs de la casse ont un lobbyiste à Bruxelles, mais ils sont 30 000 à empêcher que la démocratie ne fonctionne. Je vois un exemple, ça fait pas longtemps, il y a un dossier sur lequel, et je vais retrouver sur ça,
le Parlement devait se prononcer. La Commission de Bruxelles a organisé, j'essaie de retrouver rapidement, des négociations avec les gens pour avoir des éléments avant de prendre leurs mesures. Eh bien, ils ont eu 880 entretiens, j'essaie de trouver ça, 880 entretiens avec des lobbyistes, et puis il y a eu 100 entretiens avec des représentants de la société dite civile. C'est de l'ordre de grandeur. Je ne sais pas les chiffres en main. Bon, alors, pour vous dire qu'il y a ça qui cadenasse. Et puis, ces lobbyistes-là fournissent de faux rapports, de faux experts de médicaments. Par exemple, pendant la crise, Van der Leyen était en complicité avec les vendeurs de vaccins, mais les vendeurs des laboratoires, les commerciaux des laboratoires ont fourni à tous les parlementaires, à tous les chefs d'État, tout ça, des dossiers pour tromper l'opinion publique sur la gravité de la crise ou sur les mesures à prendre. Donc, il y a cette question du lobbying qui est... Le gros de l'affaire, c'est que non, il nous faut vraiment comprendre que l'Union européenne est constituée de gouvernements occidentaux, pour la plupart impérialistes, que dans toute leur histoire, ils ont massacré et pillé. La France, vous ne donnez que cet exemple. Pays colonial, regardez ce qu'elle fait en Nouvelle-Calédonie. Ou ce qu'elle fait à ses propres ressortissants. Regardez les nombres de visages de gilets jaunes qui ont reçu des LBD. Son gouvernement ne va jamais développer une politique favorable. Et à aucun moment, les listes qui ont des chances d'arriver au Parlement européen n'ont la capacité, les moyens, le poids nécessaire pour faire cette politique-là changer. Ce n'est pas vrai. Donc, tous ceux qui viennent là nous dire, mettez-moi, je vais faire défendre nos droits, ce sont des charlatans. Ce n'est pas vrai. Ils n'ont pas de poids pour faire entendre nos positions. Ils peuvent se dire de gauche, d'extrême gauche, de tout. Ce n'est pas vrai. Ils ne pourront pas faire les choses avancer dans ce contexte-là. De cela, il faut nous dire, bon, quelle stratégie devons-nous adopter? Eh bien, déjà, il nous faut comprendre comment nous pouvons faire entendre notre voix. Comment nous pouvons avoir la légitimité pour dire, nous pas d'accord, Zotan nous doit imposer nous. C'est par l'abstention massive. Nous avons cela déjà de gagner dans le peuple martiniquais. À toutes les élections européennes, il y a des records d'abstention. La dernière fois, je crois que 17% ont participé, dont nos caldoches locaux. Donc, ceux qui touchent les subventions. Donc, le peuple martiniquais a dit, ça n'a pas qu'engager nous. C'est ce qu'il nous faut continuer à faire. Pour montrer que nous ne sommes pas dupes de ce que disent les Européens. Les gens disent le fois, ah, et l'extrême droite a progressé. Nous n'avons pas qu'à voter dans les Européennes. J'ai encore les chiffres des dernières élections. Sur 301 572 inscrits, la candidate de Renaissance avait obtenu 7164 voix et Bardella avait obtenu 6363 voix. Mais on sait combien d'Européens naviguent dans nos eaux. Donc, le peuple martiniquais n'est pas dans ça. Et il faut continuer à montrer que nous ne sommes pas dans ça. D'autant plus que là, maintenant, ce qui va se passer au Parlement, c'est que la droite, l'extrême droite, ils sont d'accord pour fasciser davantage encore l'Europe et le Parlement. C'est pour ça qu'on a fait un débat contre Bardella et puis l'autre là, Attal, pour on sorte. Parce qu'il faut que ce soit la droite qui soit là pour qu'ils continuent à faire leur politique. Et tous les observateurs reconnaissent que c'est cette tendance-là qui sera majoritaire au Parlement. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette affaire-là? Mamaï, enfin, je vais terminer sur ça. Il faut absolument boycotter cette élection-là. Pas mettre un bagaille matiniché. On est contre le génocide par substitution, on est contre le suprémacisme français,
pas mettre bulletin à dans bagaille à mon nom. Il y a des élections qu'on peut utiliser en envoyant des gens qui sont porte-parole, même s'ils n'ont pas de pouvoir. Mais là, on n'a aucun moyen d'agir. Donc, il ne faut pas qu'ils disent, ils étaient d'accord. Ils voulaient. Nous faisons ce qu'ils ont décidé. On nous montre ça, au contraire. On nous joue votre là. On nous prend, on nous passe, caille famille, nous. À deux quartiers, nous pour dire, maman, on nous gourmet pour l'émancipation nationale, les arrivées, nous qui gagnons. Je ne vais pas plus loin. Je vous remercie de votre attention et puis on se retrouve dimanche prochain.